Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous cet après-midi, ravi de recevoir un hôte de marque, Monsieur Étienne Klein. Vous êtes physicien avec une orientation sur la physique quantique, physique des particules et pas que. Vous êtes aussi philosophe des sciences, hein, c'est ce qui est donné, et puis l'ensemble des ouvrages que vous avez pu avoir nous le redit aussi. Voilà, donc vous avez beaucoup réfléchi, Monsieur Klein, sur des ouvrages, à travers des ouvrages sur la physique, sur l'origine de l'univers, sur le temps, sur le fait que tout n'est pas relatif. Et cet après-midi, vous allez nous inviter à réfléchir sur le fait que le futur existe peut-être-il déjà dans l'avenir. Voilà, donc je vous passe bien entendu la parole et merci à vous, merci à tous pour cet après-midi. On se croirait au bar un peu, non? Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Je suis absolument ravi d'être à Lille en plein été. Je vous remercie aussi pour la présentation et ce rappel historique. Avant de parler du futur, on va parler du passé, mais en effet, mon grand-père paternel a fait l'ICAM, mon grand-père maternel aussi. Ils étaient donc présents au bal de l'ICAM de l'année 1954. Mon père, enfin, celui qui allait devenir mon père était là, celle qui allait devenir ma mère était là. Il a flashé, il a demandé l'autorisation à mon grand-père paternel d'inviter à danser sa fille. Et le résultat, c'est un mariage, 7 enfants, etc. Donc, merci à l'ICAM que je serais ravi de visiter un jour, si c'est possible. Voilà. Bon, la question que j'ai proposée pour cette discussion est en apparence stupide. Le futur existe-t-il déjà dans l'avenir? C'est jouer avec les mots. Mais en réalité, je vais essayer de vous montrer que cette question touche la physique, mais pas seulement. Elle touche aussi la façon dont nous pensons le futur. Et l'idée de m'intéresser à cette question, qui est une question qu'on doit se poser quand on s'intéresse au temps en physique, en fait, c'est le résultat d'un sondage qui est paru en novembre 2018. Sondage qui a été, c'est plus qu'un sondage d'ailleurs, c'était vraiment une enquête réalisée en même temps dans 5 pays différents européens, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la Pologne, qui a montré que, et c'était en 2018, donc avant le Covid, 67% des personnes interrogées préféraient vivre dans le passé. Ça m'a quand même interpellé. Ça veut dire qu'elles préféreraient ne pas connaître le futur. Et cette proportion était encore plus élevée quand on se concentrait sur des personnes sondées jeunes. Et donc, ça revient à dire que la majorité des jeunes n'ont pas envie de vivre dans le futur. C'est quand même très interpellant. D'abord parce que la question était sans doute mal posée. Ils ne vivront pas ailleurs que dans le futur. En quelque sorte, ils n'ont pas le choix. Et la préférence qu'ils manifestent n'aura pas de conséquences sur la façon de vivre. Bon. D'autre part, on peut interroger la sincérité des réponses proposées. Soyons honnêtes. Lesquels parmi nous accepteraient de vivre dans le passé en connaissant la suite de l'histoire? Évidemment, vivre dans le passé comme vivaient ceux qui vivaient dans le passé, c'est possible, ils l'ont fait. Mais vivre dans le passé en connaissant la suite de l'histoire, à mon avis, c'est cyniquement impossible. Cyniquement impossible. On ne supporterait pas. Si on monte dans le passé avant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, les femmes n'ont pas le droit de vote. Moi, à titre personnel, je pourrais être très intéressé par le fait d'assister en 1927 à l'hôtel Métropole de Bruxelles au débat entre Einstein et Bohr sur la mécanique quantique. On sait que c'est là qu'a commencé le grand débat quantique. On n'a pas vraiment de traces de leur discussion, mais j'aimerais pouvoir, si j'avais le choix, revenir à cette époque pour entendre leurs propos. Mais si à la même époque, je devais aller chez le dentiste, évidemment que je n'aurais pas le courage d'y aller, sachant qu'il est possible aujourd'hui d'y aller sans avoir mal. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse supporter de vivre dans le passé. Et le truc intéressant, c'est qu'il n'y a aucune impatience du futur. Il n'y a
aucune hâte de vivre en 2050, par exemple. Et si je dis cela, c'est parce que dans ma génération, moi je suis né en 1958, ça a été rappelé par mon âge, quand on était adolescent dans les années 70, avec mes frères et sœurs, nous lisions des magazines pour adolescents. Toutes les semaines, on recevait Pilote, Tintin, Spirou, etc. Et chaque semaine, dans ces magazines, on nous parlait de l'an 2000. L'an 2000 était configuré. Il était même représenté à tous les sens du terme. Il était mis dans notre présent et il était dessiné par le biais de bande dessinée. On nous expliquait comment, en l'an 2000, on allait voyager, travailler, se nourrir, se divertir, communiquer, etc. D'une façon qui était parfaitement configurée. Et donc, chacun d'entre nous pouvait tracer une trajectoire individuelle entre ce présent où nous étions et ce futur qui nous était présenté à l'avance. Et c'était tellement attractif et c'était tellement crédible que certains d'entre nous étaient pressés de vieillir. Pressés de vieillir. Qu'est-ce qu'on est là à glander dans les années 70 ? L'an 2000 nous attend, j'ai hâte d'y être. Qui est pressé de vieillir aujourd'hui ? Pas grand monde. Donc, il s'est passé quelque chose. Alors, on peut dire que ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'un peu numérologique. L'an 2000, c'était un changement de siècle et même un changement de millénaire. C'était pensé comme un point de basculement. Et il s'est peut-être passé ce qui se passe quand on escalade un sommet en montagne. Pendant la période d'ascension, on est complètement tendu vers l'objectif. On veut le sommet. Et tout le corps, l'esprit sont intriqués pour atteindre ce but. Une fois qu'on atteint le sommet, on connaît une certaine joie, puis il faut descendre. Et la descente, elle est pénible, elle fait mal aux genoux. Et surtout, elle nous éloigne de ce qui avait été notre objectif. Et je me demande si cet aspect purement psychologique ne joue pas un rôle dans le fait que depuis l'an 2000, on a l'impression de décliner, de descendre, ou de rencontrer des problèmes nouveaux pour lesquels nous ne sommes pas armés. Il me semble que cet aspect psychologique explique en partie le déclinisme contemporain. Maintenant, j'en viens au temps. Je sais que dans la salle, et je m'en réjouis, il y a de jeunes ingénieurs, de jeunes étudiantes, et on a tous l'habitude de représenter le temps par un segment de droite sur lequel on met une flèche. Bon. On est tellement habitué à cette représentation qu'on oublie de l'interroger. En fait, cette représentation, c'est une sorte euh, euh, d'émancipation de l'idée de fleuve. C'est une façon abstraite, géométrique, de représenter un fleuve. On représente là le temps comme s'il était comme un fleuve. Mais on voit bien que cette représentation pose toutes sortes de problèmes, dont certains ont été repérés par Emmanuel Kant. C'est le fait que finalement, on représente le temps comme s'il était de l'espace. C'est-à-dire que les instants qui le constituent, qui se succèdent, existent ensemble dans cette représentation, comme existent ensemble les points de l'espace. On fait comme si tous les instants existaient en même temps. Alors que par définition, ils ne peuvent que se succéder, de sorte qu'il n'y en a qu'un seul qui existe à la fois. Ça a d'ailleurs été un des sujets discutés par Einstein et Bergson lorsque Einstein est venu à Paris il y a exactement un siècle, en 1922. Bergson dit à Einstein, mais vous avez spatialisé le temps. Or, la question qui se pose, c'est comment ce qui est juxtaposé dans votre représentation peut-il devenir du successif? Autrement dit, cette représentation canonique du temps cache ce qu'on appelle le moteur du temps, c'est-à-dire le fait que ça avance. Comme on ne sait pas ce qui fait que ça avance, on met une flèche sur ce segment de droite qui signifie qu'on ne peut pas rester présent au même instant présent. On doit suivre le cours du temps et cette contrainte qui vaut pour le temps ne vaut pas pour l'espace. Dans l'espace, vous pouvez rester au même endroit librement et même bouger, aller quelque part et revenir sans contrainte, alors que dans le temps, c'est impossible. Vous ne choisissez pas la position où vous êtes dans le temps et vous ne pouvez pas voyager
dans le temps. Cette représentation pose une autre question qui sous-tend le titre que j'ai proposé, c'est quand vous marquez l'instant T sur ce segment, qui est l'instant présent, ou l'instant de référence, quelle est la réalité des instants qui suivent, qui appartiennent au futur? Et quelle est la réalité des instants passés? Est-ce qu'ils existent encore ailleurs que là où vous êtes, ou est-ce qu'ils n'existent plus du tout? Autrement dit, est-ce que l'instant présent est ceinturé par du néant, à gauche pour le passé, à droite pour l'avenir, ou est-ce qu'en fait, ce segment de droite que vous représentez pour signifier l'existence du temps existe de toute éternité? Autrement dit, ce segment, est-ce que c'est l'intégrale de toutes les positions successives qu'occupe l'instant présent, ou est-ce que c'est une droite existant de toute éternité que parcourt l'instant présent? Et cette représentation ne le dit pas. Et donc la question que je pose, c'est est-ce que le futur existe déjà dans l'avenir? Est-ce qu'il est là à attendre qu'on arrive, ou est-ce qu'à l'heure où je vous parle, dans le présent, il n'existe pas encore? À cette question, elle a été posée par des physiciens, et notamment à partir de l'émergence de la théorie de la relativité restreinte, celle d'Einstein de 1905, dont vous savez que le cadre de référence, c'est ce qu'on appelle l'espace-temps. Et on met un tiret entre les deux pour montrer que la séparation entre les deux, l'espace et le temps, est relative, elle n'est pas absolue. On pourra peut-être y revenir au moment des questions. Mais en gros, ce que dit la théorie de la relativité, c'est que dans l'espace-temps, tout va tout le temps à la vitesse de la lumière. C'est le message principal. Tout va tout le temps dans l'espace-temps à la vitesse de la lumière. Là, vous êtes immobile dans l'espace, mais vous foncez à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. Et dans l'espace-temps, vous parcourez 300 000 kilomètres à chaque seconde. C'est ce que je disais pendant le Covid, alors que nous faisions la queue devant une boulangerie, aux personnes qui s'impatientaient. Je disais, dans l'espace-temps, on est à fond. On est à fond. Donc, on ne peut pas aller plus vite. Soyez patients. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous vous déplacez à une certaine vitesse dans l'espace? Ben, ce que dit la relativité, c'est que quand vous vous déplacez dans l'espace, vous ralentissez la vitesse avec laquelle vous allez dans le futur. Donc, plus vous bougez rapidement dans l'espace, plus lentement vous prenez de l'âge. Ce qui a donné, pour ceux qui connaissent, le paradoxe des jumeaux de Langevin. D'accord? En fait, quand vous vous déplacez dans l'espace par rapport à quelqu'un qui est immobile, votre temps propre se désynchronise de celui qui est resté immobile. Donc, chaque observateur porte avec lui un temps propre que rien ne peut affecter, mais qui se désynchronise de celui de tout observateur qui est en déplacement par rapport à lui. Et dans les années 20 ou 30 même, plusieurs physiciens, dont Hermann Weyl, ont proposé une lecture de la relativité dans l'espace-temps qu'on appelle la doctrine de l'univers bloc. L'univers bloc, c'est l'idée que finalement, l'espace-temps, c'est un peu comme l'espace. C'est un peu comme l'espace. Alors, parlons de l'espace. Nous sommes à Lille, mais pendant que nous sommes à Lille, il y a d'autres villes qui existent. Marseille, Paris, Brest, Strasbourg. J'essaie de faire le tour de l'Hexagone. Et ces villes où nous ne sommes pas n'existent pas moins que Lille. Vous êtes d'accord? Donc, ce qui différencie Lille des autres villes, c'est votre présence, c'est notre présence. Nous sommes présents à Lille, et c'est notre présence à Lille qui distingue pour nous Lille des autres villes. Et si on se déplace dans l'espace, par exemple en train, on regarde par la fenêtre et on dit le paysage défile. Et évidemment, on a vu le langage. Le paysage ne défile pas. Il est là où il est. C'est notre mouvement, plus exactement le mouvement du train dans lequel nous sommes, qui crée l'impression que nous avons que le paysage défile. Bon. Maintenant, on va transposer ça à l'espace-temps. La doctrine de l'univers bloc, c'est de dire finalement,
dans l'espace-temps, de la même façon que dans l'espace coexistent en même temps tous les points géographiques, toutes les villes, dans l'espace-temps coexistent en même temps tous les événements. L'ingrédient de base de la relativité, pour ceux qui la connaissent un peu, c'est ce qu'on appelle un événement. Un événement, c'est pas un événement médiatique, ça peut être n'importe quoi. Un électron émet un photon, c'est un événement qui est repérable par des coordonnées dans un référentiel donné. Et donc l'idée de la doctrine de l'univers bloc, c'est que tous les événements passés sont déjà là, sont encore là. Ils sont là où nous ne sommes plus. Les événements du futur sont déjà là, où nous ne sommes pas encore. Et ce qu'on appelle le présent, il est déterminé par notre présence dans l'espace-temps. Et c'est un présent local. C'est pas un présent universel comme avant, chez Newton. Comme vous le savez très bien, quand on regarde loin dans l'univers, on voit le passé. On voit les étoiles telles qu'elles étaient au moment où elles ont émis leur lumière. Donc, il est impossible de voir le présent de l'univers. On ne voit que du passé. Et qu'est-ce qui fait que nous avons l'impression que le temps passe dans cette doctrine? C'est le fait que nous suivons en tant qu'observateurs notre ligne d'univers, un peu comme le train dans l'espace de tout à l'heure. Et c'est le fait que nous suivons notre ligne d'univers dans l'espace-temps qui crée l'impression que nous avons que le temps passe. Nous sommes en fait les moteurs du temps, au sens où c'est notre dynamique dans l'espace-temps qui temporalise la suite des événements auxquels nous assistons. Alors c'est un côté sympathique parce que, par exemple, ça dit que la migraine qui hier vous faisait mal à la tête, elle existe encore, mais elle ne fait plus mal puisqu'elle n'est plus là où vous êtes. D'accord? Mais tous les événements du passé sont encore là. Et évidemment, dans cette conception de l'espace-temps, il n'y a aucune place pour l'agir humain, il n'y a aucune place pour la volonté, il n'y a aucune place pour le projet, puisque le futur est déjà là, tel qu'il est, à attendre qu'on arrive. Évidemment, cette thèse, je ne sais pas s'il faut l'appeler thèse ou doctrine, elle a été critiquée par beaucoup. Je ne dis pas du tout qu'elle fait référence. Je dis pas qu'elle fait référence. Notamment, on a du mal à y mettre de la mécanique quantique. Quand on y ajoute de la mécanique quantique, on est obligé d'accepter ce qu'on appelle la rétrocausalité. Ça pose des tas de questions conceptuelles sur lesquelles je ne vais pas revenir. C'est juste pour dire que c'est une façon de penser le futur qui est possible et qui conduit à considérer que le futur existe intégralement déjà dans le futur. Et on peut lui opposer le présentisme qui serait l'idée que finalement, au-delà du présent, il n'y a rien, et que le cours du temps pousse un peu comme une plante colonise l'espace qui l'environne. La tige d'une plante, voilà, elle colonise le vide qui est autour d'elle, et le cours du temps copierait cette façon de faire, de sorte que, au-delà du présent, il n'y a rien. Il y a du néant qui est finalement colonisé par le passage du temps. Alors, une fois qu'on a dit ça, on voit bien que quand nous parlons du futur, notamment quand nous apprenons ce que les scientifiques nous disent du futur, et je ne parle pas des scientifiques qui font de la cosmologie ou qui travaillent sur les trous noirs ou le boson de Higgs. Je parle des scientifiques qui étudient l'environnement, le climat, la biodiversité, la pollution de l'air, des sols, des océans. Quand ils nous parlent du futur, c'est pas très attractif, mais c'est crédible. Et quand d'autres nous parlent du futur d'une façon attractive, en général, ça n'est pas crédible. Et c'est pour ça que l'idée de progrès est prise en porte-à-faux. Puisque l'idée de progrès s'appuyait sur l'idée qu'on pouvait à l'avance configurer le futur d'une façon à la fois crédible et attractive. Relisez Kant, un petit livre qui s'appelle Qu'est-ce que les Lumières? Kant dit l'idée de progrès est une idée doublement consolante et sacrificielle. Doublement consolante et sacrificielle. Elle est consolante une première fois par le fait qu'elle nous console des malheurs du présent, au motif que nos enfants, nos descendants connaîtront un monde meilleur. Et donc, elle nous console des malheurs du présent. Mais, ajoute Kant, elle nous console également par le fait qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose, cette idée de progrès. Pourquoi? Parce que le progrès n'est pas automatique. Pour le faire advenir, pour lui donner une réalité, il faut travailler.
il faut travailler. Donc, quand Jean-Michel Beignet est dans la salle, donc lui, il posera des questions, enfin, il répondra à des questions pointues sur ce que dit Kant, mais il me semble que ce que Kant appelle sacrifice, c'est du travail. Il faut travailler à faire advenir ce futur qu'on a configuré à l'avance. Et Luc Ferry, qui d'ailleurs commande ce texte, dit « Finalement, croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. » Ce qui suppose qu'il y ait un futur collectif qui soit dessiné. Or, c'est ça que nous avons perdu. On n'a plus d'horizon projectif. On n'a plus d'horizon qui serait aujourd'hui l'équivalent de ce qu'a été l'an 2000 pour ma génération. Qui parle de 2050 ? Qui parle de 2100 ? Évidemment, il y a des choses que nous savons. Par exemple, s'agissant simplement du climat, ce qui va se passer dans les 30 ans qui viennent est déjà complètement déterminé par ce qui s'est passé en termes d'émissions de gaz à effet de serre dans les années passées. Et donc, quoi que nous ferons dans les décennies qui viennent, ça ne changera pas à court terme l'évolution du climat. Ça, nous le savons. Mais en même temps, si nous avons du mal à parler du futur, c'est aussi que, paradoxalement, nous avons compris des choses. Nous avons notamment compris que ce qui va se passer dans tous les domaines dépend en partie de ce que nous allons faire. Et comme nous ne savons pas dire ce que nous allons faire, nous ne pouvons pas dire ce qui va se passer puisque ça dépend de ce que nous allons faire. Pensez, je sais qu'il y a des ingénieurs dans la salle, donc pensez à l'IA, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça dépend d'elle, qui a une certaine autonomie, et ça dépend de nous, des décisions qu'on va prendre. Quelle est la part des décisions que nous acceptons de déléguer à des machines? Quelle est la part des tâches que nous acceptons de confier à des robots? Il faudra bien en discuter un jour. Et la façon dont nous déciderons ces choses, pour autant qu'elles le soient, va déterminer une partie de la suite de l'histoire. Et moi, je m'étonne que ces discussions ne sont jamais vraiment traitées. On n'arrive pas à faire de débat sur ces questions. Parce que c'est des questions techniques, très techniques, de sorte que, plutôt que de les travailler pour les discuter, on préfère les juger à partir de leur halo symbolique, comme disait Gilbert Simondon, c'est-à-dire à partir des types de récits dans lesquels on insère ces technologies. J'ai été frappé, par exemple, lorsqu'il y a eu, à la fin de l'année 2020, il y a eu un débat national, quasiment, sur la 5G, plutôt dans la presse, puisqu'on était, on était encore en confinement. J'ai été frappé, dans mon laboratoire, on a collectionné tous les articles publiés sur la 5G dans des quotidiens, dans des hebdomadaires, ou bien les verbatims d'émissions de télévision. Et on a été très surpris de constater qu'aucun de ces articles n'avait été écrit par des ingénieurs. Très étonnant. Et moi, ce que j'appelle le silence assourdissant des ingénieurs, qui parlent beaucoup dans leurs entreprises, dans les think tanks, ils produisent des rapports, mais ils sont complètement absents du débat public. Or, et comme ils sont absents, eh bien, les débats sont plutôt une mise en scène d'affect, j'aime, j'aime pas, avec une assez forte décorrélation entre la militance et la compétence. Décorrélation entre la militance et la compétence. Et quand je parle de militance, c'est pro ou anti, je ne fais pas de différence, parce que c'est vrai pour les deux cas. Prenez l'exemple du nucléaire, regardez autour de vous quels sont vos amis qui sont pour le nucléaire. Peut-être qu'il y en a. Demandez-leur, c'est quoi le nucléaire? Ça marche comment? C'est quoi la fission? Pourquoi on met de l'uranium dans les centrales et pas du tungstène? Vous allez voir qu'ils seront embarrassés. Maintenant, prenez vos amis qui sont anti-nucléaires. Demandez-leur, c'est quoi le nucléaire? Pourquoi on met de l'uranium dans les centrales et pas de l'aluminium? Ils seront embarrassés. C'est le fait d'être pour ou contre qui dédouane de l'obligation de s'instruire. Je suis pour, j'ai pas besoin de savoir. Je suis contre, j'ai pas besoin de savoir. Mais on va où comme ça? On va où? Une société démocratique doit pouvoir discuter du type de compagnonnage qu'elle souhaite effectuer dans le futur avec
les nouvelles technologies, mais même les anciennes, parce que le nucléaire, c'est pas vraiment une nouvelle technologie. Et ça nous manque. Ça nous manque. Et donc, les ingénieurs qui sont des gens compétents et en général modérés, les ingénieurs sont des gens modérés. Mais comme ils sont modérés, ils s'engagent modérément. Et la solution, ce serait peut-être que les gens modérés s'engagent sans modération, pour imposer la modération dans le débat public et faire que les débats soient des débats. Je ne sais pas si vous savez que le verbe débattre est un verbe du XIIe siècle qui signifiait à l'époque ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. Débattre, c'est faire ce qu'il faut pour ne pas se battre. Ça veut dire se mettre autour d'une table, discuter, argumenter, ne pas interrompre, pratiquer une sorte de politesse de l'esprit. Ça peut durer très longtemps, ça peut être très ennuyeux. Mais à la fin, on sait ce pourquoi on est d'accord et ce sur quoi on n'est pas d'accord. Et on se bat si on veut, mais au moins on se bat en connaissance de cause. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour voir que ce qu'on appelle un débat aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Et les débats à l'ancienne, me semble-t-il, nous manquent, puisque l'idée même de république a à voir avec l'idée d'argumentation. Si on n'a plus de temps ou de place pour argumenter, le risque est grand qu'on devienne ce que Pierre Rosanvallon appelle une société des affects. Ce sont nos affects qui déterminent nos jugements. J'aime, j'aime pas, voilà. Mais on ne fait pas société avec des affects. En tout cas, c'est ma conviction et il faut donc réhabiliter l'argumentation, mais aussi l'idée de connaissance. Il y a des choses qu'on sait et il y a des choses dont on sait qu'on ne les sait pas. Voilà. Et il me semble que, je reviens sur l'exemple du climat qui est archétypal. Il se trouve que mon laboratoire à Saclay jouxte le laboratoire de climatologie. Donc, je connais bien les climatologues, on prend le café, etc. Ils disent la même chose depuis 35 ans. Ils disent exactement la même chose depuis 35 ans. Ils ne font qu'affiner, parfois aggraver, leurs prédictions. Mais le message général est invariant. Or, souvenez-vous de tous les stratagèmes intellectuels que nous avons développés pour ne pas croire ce que nous savons. Là, il fait chaud, les gens disent, il y a un changement climatique. Mais on le sait depuis très longtemps. Il faut essayer de comprendre pourquoi, quand un résultat scientifique est désagréable, parce qu'il implique des bouleversements dont nous n'avons pas envie, pourquoi, aussitôt, nous le relativisons et devenons à son propos sceptiques, avec des phrases du genre « la science, c'est le doute ». Vous vous souvenez de cette phrase? Quand quelqu'un vous dit « la science, c'est le doute », engagez-vous. Pendant le Covid, on l'a beaucoup entendu. Pourquoi est-ce qu'on a si souvent dit « la science, c'est le doute » ? Parce qu'on confond la science et la recherche, qui sont deux choses évidemment pas complètement étrangères l'une à l'autre, mais quand même tout à fait distinctes. La science, c'est des corpus de connaissances. C'est pas des vérités absolues, très bien, mais c'est, pense-t-on, les bonnes réponses à des questions bien posées. Vous avez évidemment le droit de contester un résultat scientifique, mais vous ne pouvez le faire qu'avec des arguments scientifiques, pas en invoquant simplement votre affect, votre ressenti, votre bon sens ou vos préjugés. Ça ne va pas le faire. Et donc, il y a des résultats scientifiques dont je ne vois pas très bien comment on pourrait les remettre en cause. La Terre est ronde plutôt que plate, même si certains, très nombreux aujourd'hui, plus nombreux sans doute que dans toute l'histoire de l'humanité. Les gens qui savent que la Terre est ronde pensent que pendant très longtemps, l'humanité a pensé qu'elle était plate, et tout d'un coup, elle a découvert qu'elle était ronde. Mais non, aussi loin qu'on remonte dans le passé avec des textes, les gens savent que la Terre est ronde. Éclipse de lune, tout ça, connu. C'est sans doute aujourd'hui que le taux de platistes est le plus élevé dans toute l'histoire de l'humanité. J'ai un voisin platiste. Bon. Ils sont 17%, j'ai la chance. 17%, c'est beaucoup, hein, je m'étonne d'en connaître qu'un seul. Et donc les sites platistes sont extrêmement argumentés.
Il y a des centaines d'arguments. C'est ce qu'on appelle un millefeuille argumentatif. Personne parmi nous n'est capable de réfuter tous les arguments des platistes. Donc j'ai un voisin qui s'abreuve de ces références, qui est incollable. Mais il faut quand même discuter avec eux. Parce que lentement, on peut les faire évoluer. Et la semaine dernière, il m'a dit, Monsieur Klein, vous savez, des platistes, on en trouve tout autour du globe. Et là, je me suis dit que quand même, l'argumentation peut produire des résultats vertueux à condition d'y passer beaucoup de temps. Alors comme ce qui m'intéresse surtout, c'est de discuter avec vous après que vous aurez posé des questions, je vais aller assez vite et c'est une chose que j'ai l'habitude de répéter souvent parce on m'interroge toujours sur la question, mais il se trouve qu'avec un collègue de l'Académie des technologies qui s'appelle Gérald Bronner, on a mené une étude avec un logiciel qui permet de compter l'occurrence des mots qu'on choisit dans les discours publics. Donc on a une base de données, c'est des discours, par exemple des discours de campagne électorale, présidentielle ou autre, et on peut remonter assez loin dans le passé, puisqu'on peut aussi utiliser des textes écrits et pas simplement des enregistrements sonores. Et ce qu'on a vu, et qui nous a pas surpris, même si la vitesse de la chose nous a quand même légèrement stupéfait, c'est que le mot progrès, qui est un des mots qu'on a testé avec ce logiciel, est un mot qui a été écrit avec une majuscule jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale pratiquement. Et c'est un mot qui a changé de sens au XVIIe siècle, puisqu'avant, progresser, c'était un terme spatial. Une armée progresse, ça ne veut pas dire qu'elle se perfectionne techniquement. Elle progresse, ça veut dire qu'elle avance dans l'espace. Donc progresser, c'est un verbe spatial. Et puis au XVIIe siècle, c'est presque un argument de relativité. L'espace et le temps s'entremêlent et on pense à une progression dans le temps. On progresse non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. C'est là qu'est née l'idée de progrès. Et bon, ce qu'on a vu, c'est qu'à partir des années, alors après la Deuxième Guerre mondiale, la majuscule tombe et on parle de progrès plutôt au pluriel en mettant des adjectifs. Progrès technique, économique, progrès ceci, etc. Mais il n'y a plus de majuscule. Et à partir des années 1980, on observe une chute progressive de la fréquence d'utilisation du mot progrès dans les discours publics. Au moment où apparaît, ou plutôt réapparaît, un très vieux mot de la langue française qui avait été abandonné, qui ressurgit là, qui est le mot innovation. Moi, j'ai fait un petit test auprès de mes camarades de promotion. On a lu nos polycopiés de sciences, de technologie, etc. Jamais le mot innovation. Nulle part. Et on n'a pas souvenir que nos profs à l'école centrale utilisaient ce terme. Ils parlaient d'invention, d'application, de découverte, de brevets, etc., mais pas d'innovation. Et donc, ce mot progrès baisse, le mot innovation monte. Le croisement de la courbe du progrès qui descend et de l'innovation qui monte se fait en 2003. Et en France, à d'autres périodes à l'étranger, parce qu'on a aussi fait une étude dans d'autres langues. Et faites le test vous-même. Prenez tous les discours des candidats à l'élection présidentielle de 2007, de l'extrême droite à l'extrême gauche, tous utilisent le mot progrès. Dans des sens différents peut-être, avec une fréquence différente, mais ils le revendiquent tous. En 2012, plus aucun. Plus aucun. Une exception, c'est le fameux discours du Bourget, où François Hollande parle des forces de progrès. Très bien. Mais un mot qui a été structurant de la modernité, le mot progrès, a été liquidé. Il a été liquidé en quelques années. Aujourd'hui, il a complètement disparu. Alors, vous pourriez me dire, mais l'innovation, c'est la même chose que le progrès. Et donc, on a simplement changé la façon de le nommer, on a fait une permutation de mots, mais le message est le même. C'est possible, mais c'est pas sûr.
Alors, avec un collègue de mon laboratoire qui s'appelle Vincent Montant, on s'est amusé pendant quelques mois avec nos moyens. Je ne dis pas que c'est une étude vraiment scientifique, mais on a quand même fait des enquêtes assez poussées. On a essayé de retracer l'histoire du mot innovation, l'histoire du mot progrès, ses définitions, c'est beaucoup plus facile d'ailleurs. Et puis on a comparé l'une à l'autre la rhétorique, notre rhétorique sur l'innovation et la rhétorique d'avant sur le progrès. Et la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que notre façon de parler de l'innovation ne rend pas justice à l'idée de progrès. Et c'est même le contraire. Alors c'est une longue histoire, je ne vais pas vous la raconter, vous donner quelques éléments pour que vous compreniez ce que je veux dire. D'après ce qu'on a découvert, le mot innovation est un mot qui apparaît au XIVe siècle dans le vocabulaire juridique en bas latin. Ce qu'on appelait à l'époque une innovatio. Mot qu'on traduirait aujourd'hui par le mot avenant, avenant à un contrat. Vous signez un contrat, il se passe autour du contrat des modifications qui font que pour que le contrat demeure valide, il faut lui apporter une modification, un avenant, qu'on appelle une innovation. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que l'innovation est associée d'emblée à l'idée de conservation. Il faut innover pour que ça ne change pas. On retrouve la même idée chez Machiavel quand il parle d'innovation en politique. Le prince, quand il a le pouvoir, ne doit pas innover. Il doit faire son boulot de prince, inaugurer des trucs, faire des discours, recevoir. Sauf si son pouvoir est menacé. Si son pouvoir est menacé, alors il doit innover pour garder le pouvoir. Et le texte que je préfère, que je donne lire à mes étudiants, c'est un texte 1628 ou 35, je ne sais plus, enfin, des premières moitiés du XVIIe siècle, de Francis Bacon, philosophe anglais, un livre qui s'appelle Essais et conseils civils et moraux, qui a été traduit chez Vrin il n'y a pas très longtemps en français. Et dans ce texte, il y a un chapitre qui s'appelle l'innovation. Et à notre connaissance, je parle de Vincent Montant et moi-même, c'est la première fois qu'on parle dans un texte d'innovation technique. Eh bien, si vous lisez ce texte, qui fait une quinzaine de pages, sans savoir qui l'a écrit, ni quand il a été écrit, vous pourriez avoir l'impression, parce qu'il a été traduit dans un français relativement moderne, qu'il a été écrit par Alain Minck, ou Bruno Le Maire, ou Jacques Attali. C'est les noms que me sortent mes étudiants quand je leur donne à lire. Et ça, c'est quand même signe de mauvais signe. D'accord? C'est parce que c'est le signe que nous parlons aujourd'hui de l'innovation, comme on en parlait en 1625, c'est-à-dire avant le siècle des Lumières. Qu'est-ce que dit Bacon? Il dit le temps qui passe est corrupteur. Le temps qui passe dégrade les situations, aggrave les défis. Les forces du bien étaient maximales au début, les forces du mal sont continues. Si on laisse les choses se faire, c'est le mal qui l'emporte. Comment empêcher que le mal l'emporte? Par l'innovation technique. Et l'innovation empêche que le monde se défasse. Il ajoute que l'innovation, c'est comme un médicament. Il ne faut pas en prendre trop. Et donc, il faut des innovations qui soient pas trop rapides, sinon elles sont rejetées comme des étrangères par la population. Il faut qu'elles soient pas trop lentes, sinon le temps qui passe produit des effets négatifs qu'on ne peut plus réparer, etc. Et c'est exactement comme cela que nous parlons de l'innovation aujourd'hui. Disait le rapport H2020 de la Commission européenne en 2010, qui veut faire de l'Europe l'union de l'innovation. 50 pages. Le texte, vous pouvez le lire, il est sur Internet, traduit dans toutes les langues européennes. Je ne le connais pas par cœur, mais je connais les premières lignes. L'Europe a compris qu'elle est soumise à des défis dont la gravité augmente à mesure que le temps passe. Changement climatique, raréfaction des ressources, vieillissement de la population,
compétitivité des entreprises, etc. Et elle a compris, ajoute le document, qu'elle ne pourra relever ces défis que grâce à l'innovation, terme qui n'est nulle part défini. C'est un plagiat de Francis Bacon. Alors que l'idée de progrès, on peut la définir de différentes manières. Mais l'idée de progrès, elle s'appuie sur l'idée d'un temps qui passe qui est constructeur, qui est complice de notre liberté, de notre volonté. Le temps est notre allié. C'est ça l'idée de progrès. Le temps qui passe est notre allié. Plus le temps aura passé, plus du temps aura passé, mieux ce sera. Alors que tout à l'heure, on a entendu parler d'urgence, 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 d'urgence. C'est pas la même ambiance. Finalement, croire au progrès, c'est considérer que le négatif est relatif. C'est-à-dire que ce qui ne va pas, le négatif, dans une société, un individu, une entreprise, une nation, c'est ce sur quoi on va pouvoir travailler pour le sortir de sa négativité. Donc finalement, croire au progrès, c'est penser que le négatif est le ferment du meilleur. D'ailleurs, cette seule idée met la société en crise. Parce que l'idée de progrès nous invite à comparer ce que nous voyons, la situation actuelle, à ce qu'elle pourrait être si elle était meilleure. Donc c'est la crise partout. Puisqu'on prend comme référence une sorte d'idéal dont on est concrètement éloigné et qui nous fait apparaître comme étant en crise. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Je parlais du temps. Ouais. Oui, donc l'idée de progrès telle que je viens de la définir, le négatif et relatif, suppose qu'on puisse faire la différence d'emblée entre le bien et le mal. Voilà. C'est ça qu'on a un peu perdu. Pourquoi? Parce que la suite de l'histoire nous a montré en de multiples occasions que c'est toujours au nom du bien qu'on fait le mal. Il suffit de lire les communiqués de Daesh après un attentat. Ils disent pas on a voulu faire le mal. Non, non, c'est au nom du bien. Euh, quand on met les gens au goulag, c'est au nom du bien. Quand on tue les juifs, c'est au nom du bien. Est-ce que Poutine, dans ses discours, dit on bombarde les civils volontairement parce qu'on veut faire le mal? Non. Donc c'est toujours au nom du bien qu'on fait du mal. Et donc, l'idée de progrès telle qu'elle était formulée autrefois n'est plus aussi facilement activable. Et il me semble que aujourd'hui, pour les jeunes générations, c'est hyper difficile, à mon avis, de vivre dans un monde dans lequel c'est non pas une certaine idée du futur qui détermine nos actions et nos choix, c'est l'état critique du présent. Puisque l'innovation nous dit il y a des problèmes, il y a des défis. Il faut empêcher que ces défis deviennent trop ravageurs ou destructeurs. Et donc, c'est l'état critique du présent qui légitime et détermine nos actions. Je trouve que psychiquement, c'est très difficile à vivre, en comparaison de ce qu'a connu ma génération, qui est fort heureuse d'avoir connu quand même pas mal d'années au XXe siècle, même si cette phrase signifie qu'elle est vieille. Bon. Mais je suis quand même content, voilà. Je suis content d'avoir vécu les années 70-80, qui étaient des années, dans le souvenir que j'en ai, et pas simplement parce que j'étais jeune, joyeuse. Il y avait, je sais pas, il me semble, il y avait une ambiance, il y avait il y avait de la bonne énergie. Les gens se parlaient, c'est le souvenir que j'en ai en tout cas. Et c'est quelque chose qui me semble avoir été un petit peu perdu. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, moi, c'est pas une révolution que je propose. Mais je trouve dommage qu'on ait liquidé le mot progrès, surtout pour le remplacer par un mot qui ne lui rend pas justice. Il y a eu dans les années, je crois que c'était en 1987, un article de Georges Canguilhem, un philosophe que vous connaissez sûrement, dans une revue de métaphysique et de morale. L'article
s'intitulait déjà, parce que je pense qu'il avait repéré certaines des choses que je viens de dire, il disait, l'article s'intitule « De la décadence de l'idée de progrès ». Et il dit, finalement, dans l'histoire, depuis le siècle des Lumières, l'idée de progrès a été associée, dans un premier temps, à l'idée de lumière, et dans un deuxième temps, à l'idée de chaleur. Le philosophie des Lumières, on comprend, donc c'est une sorte d'idée de conservation, de clarté, de progrès au sens classique du terme. Et puis avec la révolution industrielle, chaleur, voilà. Et il dit, l'idée de progrès s'est dégradée en agitation thermique. On est passé de la lumière à la chaleur. Et il dit, si on veut réactiver cette idée, il faut trouver le moyen de l'associer à autre chose. Et donc la question, c'est à quoi aujourd'hui pourrions-nous associer l'idée de progrès pour la réactiver d'une façon crédible? Parce qu'en finalement, si vous croyez au progrès, ben vous devez soumettre l'idée de progrès à elle-même. C'est-à-dire tenter de la faire progresser, de la corriger, pour tenir compte des leçons que l'histoire nous a apprises depuis le XVIIIe siècle. Alors, je sais que c'est pas facile, mais on peut quand même tenter de le faire par des expériences de pensée. Et celle que je préfère, ça consiste à imaginer qu'on mette dans une capsule temporelle les philosophes des Lumières. Par exemple, Diderot, Condorcet, ceux qui ont écrit l'encyclopédie, d'Alembert, quelques autres de votre choix, et vous les amenez directement de la fin du XVIIIe siècle à 2022. Alors évidemment, faut pas tout leur montrer d'un coup. Hein. Ils vont penser qu'ils sont sur une autre planète, ils vont devenir fous. Donc, vous leur ménagez une suite de visites. Et je vous laisse imaginer les étapes que vous allez imaginer pour eux. Mais en imaginant leur réaction devant telle ou telle situation que vous avez imaginée, vous pourrez voir les endroits où nous avons fait beaucoup mieux que ce qu'ils avaient imaginé, et puis les situations dont ils ne comprendraient pas qu'elles perdurent aujourd'hui. Par exemple, vous les amenez dans une classe de terminale, en France, suivre un cours de mathématiques. Ils vont être scotchés de voir que l'enseignement est obligatoire, qu'à 17 ou 18 ans, on peut apprendre, je ne sais pas si c'est toujours vrai, hein, parce que je crois que les programmes ont été ramollis, équation différentielle, calcul matriciel, dérivé. Descartes, il ne connaît pas. Hein. Donc Descartes va être bluffé de voir que les jeunes gens d'aujourd'hui apprennent des mathématiques de haut niveau que lui-même ne connaît pas. Je ne dis pas que les élèves d'aujourd'hui sont meilleurs en maths que Descartes. Hein. Mais ils savent des choses que Descartes ne savait pas. Ensuite, vous les amenez, je ne sais pas, au CERN, à Genève, vous leur expliquez qu'on a découvert le boson de Higgs, qui change la façon de comprendre l'origine de la masse des particules, même qui apprend à penser différemment la matière et la masse. Vous expliquez tout. Ils ne vont pas comprendre, mais ils vont être quand même impressionnés de voir que des physiciens sont capables de faire des découvertes qui viennent changer une certaine donne philosophique. Et puis, je vous laisse imaginer la suite. Par exemple, vous leur expliquez que au milieu du 19e siècle, on a découvert une nouvelle interaction que ne connaissait pas une force dans la nature qui s'appelle l'électromagnétisme. Et que quelques décennies plus tard, des ingénieurs habiles ont inventé un truc qui s'appelle la télévision, qui permet d'avoir le son et l'image dans tous les foyers. Ils vont être excités. Hein. Ils vont dire, mais alors qu'est-ce que vous faites avec ça vous diffusez tous les cours du Collège de France? Et là, vous les mettez devant une émission, je ne vais pas donner de nom, je vous laisse imaginer. Et là, ils vont dire, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Qu'est-ce que vous avez fait là? C'est une trahison. C'est une trahison. Mais on laisse faire. On laisse faire. On laisse faire. On ne descend pas dans la rue. On manifeste pas aux heures de diffusion de ces émissions pour dire c'est pas ça qu'on veut. Non, on laisse faire.
Et puis, vous allez leur expliquer qu'on est allé sur la Lune, on va y retourner, on a des projets pour Mars, et ils vont être ébahis. Et puis, ils vont voir qu'à Paris, au mois de janvier, quand il pleut, il y a des gens qui dorment dans la rue. Ils vont pas comprendre. Donc, ce genre d'expérience de pensée, ça permet, voilà, de voir comment nous pourrions collectivement, il ne s'agit pas de décider chacun dans son coin, réactiver l'idée de progrès, non pas pour qu'elle soit forcément agréable. La suite de l'histoire, là, va pas être agréable dans tous les domaines. Il y a en effet des défis terribles, mais au moins qu'on arrive à construire un récit avec des étapes qui peuvent être douloureuses, mais un récit qui donne rétrospectivement un sens aux actions qui sont les nôtres. Ça peut être un combat, mais il y a des combats qui sont légitimes et qui donnent envie qu'on les mène dès lors que la façon de les argumenter, de les étayer, nous semble crédible. Et ça, il me semble que c'est un travail nécessaire que ma génération doit à la jeune génération, évidemment en concertation avec elle. Et je vois bien, parce que j'enseigne à des élèves ingénieurs comme vous, hein, qui ont entre 20 et 23 ans, je lis leurs copies, hein, parce qu'avec moi, ça rigole pas, c'est une dissertation, et je vois bien qu'ils sont partagés. Il y en a certains qui pensent, qui sont presque technophobes tout en étant ingénieurs, qui pensent que c'est la science qui est coupable. Et il faut trouver d'autres modes d'existence et de pensée et de connaissance et qui désertent le champ scientifique. Puis d'autres, au contraire, qui pensent que l'innovation technique va en partie résoudre certains des problèmes. Et on voit que c'est une population qui n'est pas du tout homogène de ce point de vue-là. Et donc, ça veut dire qu'il y a un sentiment de crise de l'avenir, qu'il faut transformer d'une façon ou d'une autre pour qu'on puisse se parler ensemble de 2050, qu'est-ce qu'on y fera, qu'est-ce qu'on fera. Il y a quand même des choses qui dépendent de nous. Par exemple, est-ce que dans 10 ans, il y aura encore des cours en amphithéâtre? Ou est-ce que tout va se faire avec des écrans? Ben, c'est une question qui dépend de ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pense de l'enseignement? Comment est-ce qu'on imagine qu'il doit être pratiqué? Est-ce que ça relève du corps à corps, de l'échange de regards? Ou est-ce que c'est médié par des écrans? C'est quand même à nous d'en décider. Et pourquoi on en parle si peu? Et donc, il y a les choses qui dépendent de nous, les choses qui ne dépendent pas de nous. Et c'est cette articulation qu'il faut arriver à discuter. Voilà ce que je pouvais vous dire sans avoir répondu vraiment à la question. Ma philosophie personnelle, si elle vous intéresse, c'est de faire un mariage entre l'univers bloc et le présentisme. On n'a pas le temps d'attendre que les physiciens se mettent d'accord sur le statut du futur. Et en attendant qu'ils se mettent d'accord, on peut décider qu'il faut retenir de l'univers bloc qu'il y aura un futur. Il y aura un futur. Demain va exister. Et donc ne pas adhérer trop rapidement aux thèses des collapsologues. Donc il y aura un futur. Et reprendre des thèses présentistes que ce futur n'est pas encore complètement déterminé. Et donc il y a place pour le projet, pour l'intention, pour le désir, etc. Et c'est ça qu'il faut arriver à articuler sans se poser la question de savoir s'il faut être pessimiste ou optimiste. C'est vraiment pas la question. D'ailleurs, l'optimisme et le pessimisme sont des théories de l'inaction. Si vous êtes pessimiste, tout est foutu, vous faites rien. Si vous êtes optimiste, vous pensez que ça va s'arranger, vous ne vous engagez pas. Bon, donc j'aime bien la définition de l'optimisme par Jean d'Ormesson, qui disait un optimiste, c'est un gars qui fait ses mots croisés avec un stylo bille. Voilà. Bon. C'est un crétin, quoi. C'est un gars qui est pas au courant, qui a confiance en lui. Un pessimiste, c'est quelqu'un qui dira bah, je fais pas de mots croisés, j'ai trop peur de me tromper. Et moi, je vous propose que nous fassions ensemble des mots croisés avec un crayon noir et une gomme.
Monsieur Klein, un énorme merci. Je m'appelle Fernando Rido, moi, je suis enseignant-chercheur à l'ICAM de Lille. On m'a donné la lourde tâche de modérer un petit peu suite à votre conférence, de faire passer les questions, dont j'imagine qu'elles seront très nombreuses, tellement vous avez brassé de sujets. Alors, je vais juste abuser un tout petit peu de mon privilège et commencer à vous poser moi une petite question. Une question assez technique finalement. J'ai trouvé que le passage entre la thèse de l'univers bloc et la conclusion selon laquelle si l'univers bloc était vrai, nous ne pourrions rien faire, nous n'aurions aucun poids sur le futur, était peut-être un petit peu rapide. Parce que je ne vois pas comment nous pourrions renoncer à notre niveau, à notre échelle, à l'existence du temps, tant elle semble tellement constitutive de notre être au monde. Alors, est-ce que vous pensez que la physique sera un jour, peut-être, quand bien même elle défendrait l'univers bloc, sera un jour capable de rendre compte de nos expériences les plus intimes, les plus réelles, les plus sensibles, ou est-ce que peut-être il faut conclure, comme j'avais compris que le faisait un peu le débat très célèbre que vous avez évoqué entre Bergson et Einstein, que finalement science et philosophie parfois parlent de choses totalement différentes et ne peuvent pas se rejoindre? Alors, c'est deux questions énormes, mais moi, j'ai un problème de train. De... Je me rends compte que j'ai parlé trop, mais bon, la, la doctrine de l'univers bloc, c'est pas une négation du temps. Au contraire, c'est une théorie qui explique ce qu'est le moteur du temps. Et je vous l'ai dit, le moteur du temps, c'est notre dynamique dans l'espace-temps. On suit nos lignes d'univers et c'est ça qui temporalise pour nous l'espace-temps et fait apparaître des événements successifs. Donc, c'est une théorie du temps, en fait. Maintenant, les liens entre physique et philosophie sur ces questions-là, évidemment, existent. Hein. Le mot temps est un mot que les physiciens utilisent, que les philosophes utilisent. La question est de savoir s'ils parlent de la même chose. Si la réponse est oui, est-ce qu'ils en disent la même chose? Et si la réponse est non, à qui on fait confiance? Et si la réponse à la question de savoir s'ils parlent de la même chose est non, il faut se demander pourquoi c'est le même mot. Voilà. Donc ça, c'est un débat, évidemment. Et la doctrine de l'univers bloc, elle peut se défendre, hein, tout à fait. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une doctrine d'interprétation de la relativité dont on sait qu'elle n'est pas une théorie du tout. Hein, elle décrit simplement certaines interactions, la gravitation en l'occurrence, et pas les autres. Donc, c'est pas une théorie absolue, c'est simplement une façon de penser que je propose pour montrer que le statut du futur peut être considéré comme déterminé, pas du tout déterminé ou en partie déterminé. Et selon la conception que l'on a de son statut, on s'engage plus ou moins dans la suite de l'histoire. Luc Ferry a écrit un livre montrant que finalement, les gens qui ne croient pas au progrès ou qui militent contre lui, au XIXe siècle, c'était la bohème. La bohème, c'est-à-dire les générations futures, la suite de l'histoire, ça n'est pas mon affaire. Moi, je vais jouer de la flûte dans la rue. Et je m'occupe de me divertir pour profiter du temps qui m'est donné sans me préoccuper des générations futures. Et donc, et on voit bien que c'est une tentation. C'est une tentation aujourd'hui. Je connais des jeunes gens qui passent 10 heures par jour dans des écrans, dans des mondes virtuels avec des casques, etc. Ils sont à l'ouest. Ils sont plus dans le réel. Ils sont plus engagés. Ils sont plus engagés. Par exemple, j'hésite à en parler devant Jean-Michel Beignet, qui est un spécialiste de Tocqueville, mais il me semble qu'il y a un passage de la démocratie en Amérique dans lequel Tocqueville dit la plus grande menace pour la démocratie, c'est la constitution de petites sociétés. Petites sociétés qui rassemblent des gens d'accord entre eux, croyant les mêmes choses, s'abreuvant aux mêmes sources, et qui ont des valeurs dont ils estiment qu'elles sont plus importantes que les valeurs du contrat social. Est-ce que vous pensez qu'avec le numérique, on n'est pas là-dedans? Chacun, en quelques clics, peut fabriquer son chez-soi idéologique. La communauté numérique qui rassemble des gens qui pensent comme lui, qui croient comme lui, qui s'abreuvent aux mêmes sources que lui, etc. Et ces gens qui sont des militants, ils défendent des causes. Mais est-ce qu'ils vont voter? Non. Et là, je parle aux jeunes. Hein. Les jeunes sont plus militants que la moyenne, plus connectés que la moyenne, et ils votent pas. Je me demande s'il n'y a pas une corrélation. Merci beaucoup. Alors, je m'aperçois qu'on a un problème de micro, donc je vais passer le mien. Pardon, excusez-moi.
Merci. Alors moi, je ne veux pas être très ni philosophe ni physicienne. Pour moi, si je vous ai bien compris, et c'est ce que je pense aussi à titre perso, le progrès, c'est une avancée, quelque chose qui avance, permanent, régulier, pas régulier, vite, pas vite, ça c'est tout. Et l'innovation, je la voyais en effet plutôt comme une nouveauté à un instant T. Et si on parle plus de progrès, est-ce que c'est pas parce qu'on n'ose plus avancer, parce qu'on a peur d'avancer? Et du coup, est-ce que le futur ne fait plus rêver? Euh, et est-ce pour ça qu'on rejette, qu'on critique autant, par exemple, quelqu'un comme Elon Musk, qui alors lui, il vit complètement dans son idée de progrès, il est au-delà de l'innovation. Je pense qu'il veut vraiment ses rêves d'aller sur Mars, etc. Et est-ce pour ça qu'on le rejette autant? Je ne dis pas qu'il faut être comme lui, mais il a quelque chose de visionnaire, de je crois en mes rêves d'enfant et je veux progresser pour y arriver, je veux que le monde progresse pour y arriver. Et tout le monde le critique. Moi, je ne suis pas un spécialiste d'Elon Musk, mais il me semble que le progrès dont il parle, c'est un progrès technologique, qui est le seul progrès qui soit vraiment indéniable. Hein. Mais c'est pas un projet pour l'humanité. C'est un projet pour. Je pense que c'est même des rapports au futur qui sont des, des rapports désespérés à propos du futur de l'humanité. C'est presque une philosophie de survivaliste. C'est l'idée que c'est foutu pour la majorité et donc il faut trouver le moyen dans des zones particulières ou pour une partie de la population de trouver un futur autre qui renvoie presque à l'idée de post-humanité, quoi. Donc c'est pas un progrès au sens des Lumières, puisque le progrès des Lumières, quand les philosophes des Lumières s'expriment, ils parlent du genre humain. Le genre humain. C'est pas une partie du genre humain. Même si on peut discuter de ce point, mais euh, penser un progrès sectoriel, c'est évidemment facile, puisqu'aujourd'hui, on peut, si on a les moyens et si on est bien entouré, vivre dans des conditions de confort, de santé, de soins, qui sont presque en dehors de la condition humaine ordinaire, si on est dans cette situation-là. La question, c'est la question, non pas de l'égalité, mais du fait que la technologie, quand elle est pensée à la façon d'Elon Musk, me semble-t-il, est très inégalitaire. Tout le monde ne pourra pas faire du tourisme spatial. Et on ne va pas transporter l'humanité ailleurs dans une fusée. Il n'y a pas de planète B. Donc c'est ici que ça se passe. Pardon? Oui, non, mais évidemment, techniquement, pas la Tesla avec une batterie de 600 kilos, non, je crois pas que ce soit génial. Mais il répète la phrase de ce fameux astronaute russe qui disait la vocation de l'humanité est de quitter la Terre puisque on quitte toujours son berceau. Mais c'est quoi ce truc? Ça vient d'où? Quelle est la preuve de ce truc? L'exoplanète la plus proche est à plusieurs milliers d'années-lumière. Il faudra des millions d'années pour y aller. Donc, c'est pas une planète B. Et les critères d'habitabilité, comme vous le savez, sont tellement imprécis. Il faut un peu d'eau, mais avoir de l'eau, ça suffit pas pour vivre. Il faut aussi être sur une planète où la gravité est pas trop forte, où le rayonnement cosmique venant de l'étoile est pas trop violent, etc. Donc non, on n'ira pas ailleurs. Ça, c'est sûr qu'on n'ira pas ailleurs. Alors lui, il a quand même un discours consistant à dire la Terre est fichue, c'est interstellar, la Terre est fichue, il faut trouver un moyen de se barrer. Peut-être sur Mars. Et imaginez sur Mars l'enfer. L'enfer pour y aller. D'être 6 ou 7 dans un caisson. Avec des gens pas forcément agréables. Quand il y aura forcément une éruption solaire. Et pendant l'éruption solaire, il faudra rester caché dans une petite truc là pendant une semaine. C'est du surconfinement. Vous arrivez, il n'y a personne pour vous attendre. Et vous devez vous coltiner les 6 qui sont avec vous pendant 1 an et demi. À manger, je sais pas quoi. Il faut revenir. Non, non, on est terrien avant d'être humain. On est terrien avant d'être humain. Si on va ailleurs, peut-être, on sera plus des humains, on sera des martiens. Même les conditions de vie sur Terre sont pas du tout universelles. Vous pouvez pas vivre au sommet de l'Everest.
Il y a des tas d'endroits sur la Terre qui sont strictement inhabitables. Et il y a quelque chose dans la rhétorique d'Elon Musk qui me semble paradoxal, puisqu'à la fois, il nous dit qu'on va pouvoir s'adapter à une vie extraterrestre dans des conditions très différentes, ce qui suppose, d'autre part, une très grande souplesse existentielle. Ça suppose qu'on va pouvoir s'adapter à des conditions de vie très étrangères, y compris à un champ gravitationnel différent de celui qui existe sur Terre. J'aimerais bien voir l'état des articulations des astronautes qui iront sur Mars pendant 1 an et demi, avec un champ gravitationnel plus faible que sur la Terre. Ils sauteront. C'est sûr qu'ils battront le record du saut en hauteur, c'est sûr. Mais dans quel état est-ce qu'ils reviendront, j'en sais rien. Et donc, vous voyez, on va pouvoir s'adapter à des planètes très différentes de la nôtre, mais on n'est pas capable de s'adapter à notre Terre dans un état dégradé. C'est ça le paradoxe. Si on ne peut pas s'adapter à notre Terre dans un état dégradé, c'est que notre souplesse existentielle n'est pas aussi grande que ce qu'ils pensent. Oui. Une dernière, parce que je dois aller à Bordeaux en passant par Paris. Donc, peut-on réconcilier les idées d'innovation et de progrès au travers de l'innovation responsable et de l'innovation sociale? Ouais, mais vous croyez que c'est pas en jouant avec les mots et en construisant des trucs qu'on résout le problème. Ça veut dire quoi, responsable? Il faut tenir compte du fait aussi que on sait en général ce qu'on fait, notamment les ingénieurs savent ce qu'ils font, mais ils ne savent pas ce ce qu'ils font. Donc c'est bien, vous pouvez avoir une conception très responsable de l'innovation, mais ça ne garantit pas que les usagers des technologies que vous mettez au point seront eux-mêmes responsables. Moi, je connais des ingénieurs du CERN qui ont mis au point le web, www, dans les années 80. Ce qu'ils voulaient, c'était trouver un moyen de transmettre les données recueillies auprès des expériences à tous les physiciens de la planète, quels que soient les protocoles informatiques dont ils disposaient. C'était leur seul truc. Ils voulaient que ça, ils ne pensaient à rien d'autre. Quand ils voient qu'aujourd'hui, les rencontres amoureuses se font grâce à eux, et non pas par l'ICAM, ils sont dévastés. Ils sont dévastés. Comment accepter que ce soit des algorithmes qui décident de vos éventuels partenaires? La sélection à l'ICAM, c'est pas un algorithme? Ouais, je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vais prendre. Un énorme merci.